Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. 3 titres dans ce journal. Filière coton en Côte d'Ivoire, le prix du kilogramme passe de 265 francs à 300 francs CFA. C'est l'une des décisions prises hier en Conseil des ministres, réunion conduite par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Comment construire des barrages hydrauliques tout en conservant la biodiversité et en sauvegardant l'environnement? Côte d'Ivoire Énergie, entreprise étatique qui a pour mission de construire les infrastructures, a animé récemment 2 panels. Enfin, 34 morts dans des attaques dans le nord-ouest de la Centrafrique. Les Nations Unies condamnent fermement cette tuerie. Campagne 2019-2020 en Côte d'Ivoire, le prix de commercialisation du coton passe de 265 francs à 300 francs CFA. C'est une décision prise hier en Conseil des ministres. Il s'agit pour le gouvernement d'encourager les producteurs de cette filière. D'autres mesures, faut-il le préciser, ont été prises lors de cette réunion gouvernementale, notamment la dissolution de l'Office national d'identification. Les activités de cette structure seront désormais menées par l'Office national de l'état civil et de l'identification. Les détails avec Jérôme Kofi Abola. Le coton vendu au kilogramme sera acheté à 300 francs CFA pour la campagne 2019-2020. Comparé à celui de 265 francs de la campagne précédente, ce prix connaît une hausse. Le gouvernement, en prenant cette décision au Conseil des ministres ce mercredi, entend encourager les producteurs à la tâche. Le Conseil a entériné le prix d'achat du coton aux producteurs au titre de la campagne 2019-2020, fixé à 300 francs CFA le kilogramme, le coton graine de premier choix, contre 265 francs CFA le kilogramme durant la précédente campagne 2018-2019. Il est à noter que les 300 francs CFA par kilogramme incluent une subvention de 44 francs CFA par kilogramme consentie par le gouvernement et le chef de l'État afin d'accompagner les différents parents paysans dans leurs efforts au quotidien. Et ces 44 francs par kilogramme représentent la somme de 22 milliards de francs CFA d'accompagnement accordé aux parents producteurs. De la campagne du coton à la dissolution de l'Office national d'identification, ONI. Et au lieu de l'ONI, ce sera désormais l'ONESI, Office national de l'état civil et de l'identification. Le décret adopté en conséquence par le Conseil l'a été dans le cadre de la politique visant à la modernisation du système de l'état civil et de l'identification. Il est créé en remplacement de l'ONI une nouvelle structure dénommée Office national de l'état civil et de l'identification, en abrégé ONESI, chargée notamment de l'identification et de la production des titres sécurisés. Organisée sous la forme d'une agence d'exécution, l'ONESI est créée pour répondre au mieux aux exigences de la politique de modernisation de l'état civil, de l'identification des nationaux et des étrangers, ainsi que du suivi de l'immigration et de l'émigration. Le mouvement de grève dans les universités publiques, entamé le 20 mai 2019 par la Coordination nationale des enseignants et chercheurs pour de meilleures conditions de travail, a été aussi évoqué au cours de cette réunion du Conseil des ministres. Conscient des conséquences néfastes de cette situation pour l'école, le gouvernement en appelle au bon sens des grévistes et les invite au dialogue. Au 21 mai 2019, le mot d'ordre de grève reste peu suivi au niveau national, même si des perturbations de cours sont à déplorer à l'université Félix Houphouët-Boigny ainsi qu'à l'université Jean-Laurion-Guédé de Daloa. Face à cette situation, le gouvernement invite les acteurs universitaires à privilégier le dialogue et la négociation comme mode de prévention et de règlement des crises afin de parvenir à des solutions favorables au déroulement normal des cours dans l'ensemble des universités publiques du pays.
À noter pour terminer que le Conseil a par ailleurs décidé de relancer les journées promotionnelles de l'artisanat, JPA. À cet effet, l'édition 2019 des JPA se tiendra du 4 au 10 juin 2019 dans la région du Poro, à Korogo. Des ateliers d'information et des démonstrations ainsi que des visites ciblées des sites artisanaux et des expositions-ventes sont prévues à cette occasion. Mettons à présent le cap sur Paris, la capitale française. En marge des réunions de haut niveau du Centre de développement de l'OCDE, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a accordé une audience à une délégation de la Fondation Jacobs. Cette structure suisse œuvre en faveur du développement des enfants et des jeunes dans le monde entier. Les précisions de Viviane Haïm. La Fondation Jacobs, fondation philanthropique d'origine suisse, a un important projet pour l'amélioration de l'éducation scolaire des enfants et des jeunes dans les zones de production cacaoyère. En 2016, cette fondation a signé un protocole d'accord avec le gouvernement ivoirien pour la réalisation de ce programme d'action baptisé TREC et financé pour un montant de 30 milliards de francs par la fondation elle-même. Présent au forum de l'OCDE, la Fondation Jacobs, représentée par son responsable des programmes internationaux, a échangé avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan sur la réalisation du projet. Nous avons des grandes expectatives sur les travaux qu'on peut faire ensemble avec le privé, avec les gouvernements. Et on un dialogue très fluide avec le gouvernement pour nous actualiser sur les priorités du gouvernement et aussi pour savoir comment est-ce qu'on peut engager le secteur privé pour nous appuyer ensemble dans les objectifs d'améliorer la qualité de l'éducation, mais aussi de construire la base pour accélérer le processus vers l'émergence. La Fondation Jacobs a été créée en 1989 par Klaus Jacobs et sa famille pour les générations futures en offrant aux jeunes de meilleures opportunités de développement. Dans l'actualité également, les adieux à la Côte d'Ivoire de l'attaché de défense du Royaume-Uni. Après 3 années passées à Abidjan, le lieutenant-colonel Simon Westlake a achevé sa mission. Simon Westlake a été élevé au grade de chevalier dans l'ordre national. C'était lors d'une cérémonie en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Cet atelier vise le renforcement des liens entre l'armée et les populations. Les travaux se sont déroulés il y a quelques jours à Boundiali, dans la région nord du pays. C'est une initiative du Conseil national de sécurité en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement. On en parle avec Ami Sissoko. Comment établir la confiance entre les forces de défense et de sécurité et la population? Le constat, les relations entre elles sont bien souvent tendues et ce depuis la crise post-électorale. Les griefs de part et d'autre ne manquent pas. Dans l'application de leurs tâches, ils ne mettent pas le côté finance devant. Je souhaiterais qu'ils améliorent l'accueil, c'est-à-dire quand quelqu'un est en faute, qu'on le reçoive vraiment comme un humain, et le laisser s'exprimer. Les forces de défense et de sécurité elles-mêmes aussi ont des reproches vis-à-vis de la population. Elles estiment qu'il y a de moins en moins d'élan de civisme de la part de la population et de la méconnaissance de leurs règles d'organisation et de fonctionnement. 2 jours durant, forces de défense et de sécurité, leaders communautaires, corps préfectoral de la Bagoué vont échanger sur la gestion et la prévention des conflits, la cohabitation, le civisme et la sécurité humaine. L'atelier de dialogue socio-sécurité qui les réunit à Boundiali dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité RSS est une initiative du Conseil national de sécurité en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. À l'issue des échanges, un comité civilo-militaire va être mis en place. Sa mission, poursuivre les actions de sensibilisation et de renforcement de la collaboration entre population et FDS pour une meilleure prévention des conflits. 25 comités civilo-militaires sont déjà installés dans le pays.
Après les affrontements survenus à Béoumi, dans le centre du pays, entre les communautés baoulé et malinké, place au message de réconciliation. Le président du conseil régional de Gbeke a visité récemment les blessés. Jacques Mangouar a appelé les populations de Béoumi au pardon. C'est un reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Après la délégation ministérielle et celle du médiateur de la République, le président du conseil régional de Gbeke apporte sa contribution au retour de la paix à Béoumi. Mangouar Jacques a échangé avec les chefs coutumiers et religieux, les responsables des jeunes de la localité. Un seul message au menu de cette rencontre, celui d'œuvrer au retour définitif de la paix pour un vivre ensemble harmonieux à Béoumi. Je suis venu pour rencontrer les deux communautés, pour leur dire qu'ils n'ont qu'à mettre de l'eau sur le feu, parce qu'ils n'ont pas le droit de s'entendre déchirer. Ils n'ont qu'à s'entendre, qui est la cohésion. Je leur ai demandé de dire aux jeunes de se calmer, pour que le bon vivre qui vivait ensemble avant revienne. Mangouar Jacques a exhorté les jeunes à tourner le dos à tout acte de violence et de vengeance. Avant la rencontre, le président du conseil régional de Gbeke a visité les blessés des affrontements au CHU de Bouaké et à l'hôpital général de Béoumi. Il a apporté le soutien de son conseil pour une prise en charge médicale des blessés. Nous avons fait déjà quelque chose avec ce que j'ai vu et les explications que j'ai eues du professeur. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Et je vais voir mon équipe pour qu'on voit ce qu'on va faire. Selon les médecins traitants, les jours des blessés encore présents dans les formations sanitaires ne sont plus en danger. Plusieurs parmi eux quitteront leur lit d'hospitalisation sous peu. Un tout autre sujet à présent. La Côte d'Ivoire espère pouvoir compter sur l'accompagnement du mouvement des entreprises de France pour réussir ses projets urbains. Le ministre de la Ville, François Michéa, qui a séjourné récemment en France, a échangé avec le patronat français et la direction Afrique de l'Agence française de développement. Les précisions dans ce reportage de Mamadou Kouassi. Le MEDEF international ne veut pas rester en marge du grand projet de développement des villes ivoiriennes. Le patronat des entreprises françaises organisant Task Force veut apporter son appui à l'élaboration et surtout à la mise en œuvre de la politique de la ville ivoirienne. Mettre à disposition de la Côte d'Ivoire l'expertise des 600 entreprises françaises adhérentes de la Task Force, dont l'ADN est de partager un savoir-faire dans la ville sur l'ensemble des composantes de la ville, depuis le traitement des déchets jusqu'à l'énergie, depuis le transport jusqu'à l'eau. François Albert Amicha a exhorté ces entreprises, dont certaines exercent déjà à Abidjan, dans différents secteurs d'activité, à s'intéresser au projet de ville durable des collectivités ivoiriennes. Beaucoup interviennent déjà dans le transport avec le ministère des Transports et la SOTRA. Nous intervenons à la ville, c'est-à-dire dans un domaine urbain, c'est-à-dire de voir ensemble comment permettre leur implantation, leur présence sans pouvoir déranger les populations et souhaiter que leur présence ne soit pas limitée à la ville d'Abidjan, mais puisse intervenir dans les villes dites secondaires, c'est-à-dire Yamoussoukro, Bouaké. Après cette rencontre, le ministre de la Ville et sa délégation ont mis le cap sur le siège de l'Agence française de développement, AFD. Ici, les discussions portaient sur l'appui de l'AFD dans le financement des projets de villes durables dans le cadre du 3e CDD. Avec des solutions innovantes, l'aménagement urbain des villes secondaires, l'approche par les politiques nationales au niveau des villes, quel schéma directeur, quelle politique chaque ville peut avoir, avec une approche sur le financement de la ville aussi. Le ministre de la Ville a également échangé avec le PDG de JC Déco, spécialisé dans l'affichage publicitaire. Cet opérateur économique compte s'installer dans les villes ivoiriennes. Des journées portes ouvertes pour faire connaître au grand public les activités des architectes de Côte d'Ivoire. C'est une initiative de l'Ordre national des architectes. Événement en présence du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné. Le point avec Éric Goré. Exposition d'images et d'œuvres architecturales à l'occasion des journées portes ouvertes des architectes de Côte d'Ivoire pour montrer l'exploit des architectes ivoiriens et leur disponibilité à œuvrer pour le développement de la Côte d'Ivoire. Une tribune qui leur permet d'expliquer ce métier au public.
Ces journées portes ouvertes ont été marquées par la présence du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné. Il y a un article dans la loi sur la profession d'architecte qui aujourd'hui permet aux citoyens lambda, pratiquement, de recourir au service de l'architecte à un coût qui est faible à partir du moment où c'est une surface de moins de 55 mètres carrés, que ce logement est destiné à votre usage personnel et que vous sollicitez l'ordre des architectes peut vous apporter ce soutien avec un coût qui ne dépassera pas 3% du coût de l'ouvrage. Cette politique réjouit le président du Conseil national de l'Ordre des architectes. On entend beaucoup de bruit, l'architecte est cher, je peux vous dire qu'il n'en est rien. Donc nous appelons la population à venir nous voir, à discuter, à poser des questions. Ces journées portes ouvertes ont été également une rencontre d'échange entre architectes, opérateurs économiques, chefs d'entreprise et acteurs de l'immobilier. On poursuit avec les activités de Côte d'Ivoire Énergie. Cette entreprise étatique a pour mission de construire les infrastructures et développer le secteur de l'électricité dans le pays. Côte d'Ivoire Énergie a animé récemment 2 panels sur sa politique de conservation de la biodiversité et la sauvegarde de l'environnement lors de la construction de barrages hydrauliques. Jean-Louis Gbangbo. Une entreprise éco-citoyenne, c'est-à-dire une entreprise qui met tout en œuvre pour limiter l'impact de ses activités sur l'environnement. Une qualité que revendique Côte d'Ivoire Énergie, l'entreprise qui a en charge la réalisation de grands projets d'infrastructures électriques en Côte d'Ivoire. Pour le prouver, ses responsables ont présenté les actions menées notamment lors de la construction du barrage de Soubré. Dans le cadre de l'atténuation des effets néfastes du projet, initialement, il y avait un déplacement de près de 20 000 habitants. Nous avons réduit à 2 000 et ces populations ont été prises en compte. Donc nous avons relogé les populations en reconstruisant les villages, le village de Kpéiri, le village de Kwamekro et le village de Kopiragé. L'entreprise a non seulement pensé à préserver les chutes de la Nawa, mais elle a également créé une zone de conservation de la biodiversité d'une superficie de 200 hectares. Des actions qui seront étendues aux autres projets. Dans toutes les localités où nous passons, nous sommes soucieux de cela. Nous évitons les forêts classées, nous évitons les forêts sacrées. Nous faisons des plans de gestion environnementale et sociale. Donc tout ce qui est fait pour la préservation de l'environnement dans le cas de Sengovo-Kawati également est en cours de mise en œuvre et des parcs seront donc aussi prévus. Le plan de préservation de l'environnement de Côte d'Ivoire Énergie a été présenté dans le cadre de la journée de la biodiversité qu'elle a organisée en collaboration avec l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Des décisions en vue d'assurer la sécurité alimentaire des 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'était lors de la 8e réunion du comité de haut niveau de l'UEMOA à Niamey au Niger, en présence du président Mamadou Issoufou. Les explications de Mamadou Kouassi. L'insécurité alimentaire du fait des changements climatiques et de la situation sécuritaire dans le Sahel. Cette préoccupation était au centre des discussions de la 8e réunion du comité de haut niveau de l'UEMOA sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Une rencontre pour passer en revue les voies et moyens à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle aux 120 millions d'habitants de l'espace communautaire. Il faut que nous allons vers des échanges plus accrus entre nos États pour éviter d'importer ce que nous pourrons trouver dans notre espace communautaire. Et j'ai personnellement indiqué que le salon de l'agriculture des ressources animales à Abidjan y contribuera. Il nous faut aller à la transformation locale de nos produits. Et ça, nous avons indiqué que l'anacarde est le produit phare de l'espace de l'UEMOA où nous contrôlons plus de la moitié de la production mondiale. Malheureusement, les cours ont été déprimés cette année, ce qui nous a rappelé un peu la fragilité de notre situation si nous n'allons pas rapidement à la transformation de ce produit. Nous devons harmoniser nos vues dans le cadre de la lutte contre ces fléaux. Et je crois que cela a été aussi perceptible dans le communiqué. Président de cette 8e réunion du comité de haut niveau de l'UEMOA sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a exhorté les différents États de l'UEMOA
à renforcer la stratégie de relance de la politique agricole, ainsi que les échanges d'expériences. Mais déjà, il faut faire face à d'autres défis selon lui. J'exhorte la Commission de l'UEMOA et l'ensemble des organes et institutions de l'Union, ainsi que nos partenaires techniques, à opter, en particulier dans les zones transfrontalières, pour des interventions communautaires multisectorielles autour du triptyque sécurité, assistance humanitaire, développement. Notre réunion doit s'appesantir sur les questions liées à la transhumance, les préoccupations liées au faible niveau des échanges des produits agricoles entre nos États, les problèmes liés à la gestion du foncier rural, le financement du secteur agricole, le défi sécuritaire, la persistance des poches déficitaires chroniques dans certains États. Des recommandations ont été faites au terme de cette 8e réunion du comité de haut niveau. Il s'agit entre autres de la mise en œuvre de programmes d'amélioration de la compétitivité des filières agro-pastorales et halieutiques, y compris des mesures commerciales et le soutien à la production et à l'organisation des chaînes de valeur. La Côte d'Ivoire veut relancer sa filière ananas et mangue. Une étude de positionnement stratégique de ce secteur a ainsi été lancée hier à Abidjan en présence de tous les acteurs. Cette étude entre dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel. Les explications de Cheikh Koné. D'un coût global de 9,4 milliards de francs CFA financé à hauteur de 87% par la Banque africaine de développement BAD et 13% par l'État de Côte d'Ivoire, le projet d'appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel PACSI veut promouvoir les investissements dans la filière fruits et légumes pour augmenter le taux de transformation de la mangue et ananas à environ 10%. On ne transforme en Côte d'Ivoire que moins de 2% des fruits et légumes, surtout les fruits qui pourrissent sur les champs, faute de moyens de conservation, de moyens de stockage et de moyens même de transformation. Donc il s'agit de poser des produits en quantité et en qualité pour que les industries en aval puissent avoir ces produits-là, les transformer, apporter de la valeur ajoutée. Dans un premier temps, 50 entreprises bénéficieront d'un financement à hauteur de 80% de leur processus de mise à niveau. 50 autres percevront un financement à hauteur de 100% pour un accompagnement à la démarche qualité et à la certification qualité. À terme, le projet prévoit la création d'un label Fruits Qualité de Côte d'Ivoire pour garantir la qualité des produits et leur faciliter l'accès aux marchés nationaux et internationaux. Qu'est-ce que nous pouvons transformer sur place? Qu'est-ce que nous pouvons exporter? Qu'est-ce que nous pouvons commercialiser dans nos surfaces et donc permettre à nos producteurs, à nos transformateurs locaux, à nos investisseurs quand ils viennent de comprendre un peu les besoins de notre marché et de voir un peu les différents produits qui pouvaient vraiment transformer. Les principaux produits que sont la banane, l'ananas et la mangue sont passés de 237 000 tonnes en 2015 à 280 000 tonnes en 2017, soit une croissance de 18% en 2 ans. Ils devraient doublement progresser à 490 000 tonnes à l'horizon 2038. Un salon pour faire la promotion des produits ivoiriens en Italie. Les organisateurs de cette exposition veulent ainsi amener les hommes d'affaires italiens à investir davantage en Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur de la transformation. Les détails avec Clément Bocco. La Côte d'Ivoire a l'honneur à la Chambre de commerce et d'industrie de Parme en Italie. Le cacao, le café, l'anacarde, le palmier à huile, la mangue, l'ananas et bien d'autres produits alimentaires de Côte d'Ivoire présentés aux investisseurs italiens. L'initiative est de l'association socioculturelle Colori d'Africa. Nous organisons cet événement de la promotion des produits ivoiriens parce que nous voulons attirer les investisseurs italiens en Côte d'Ivoire pour transformer nos produits. J'ai vu des produits que je n'ai jamais vus, mais ce qui est important, c'est de pouvoir transformer ces produits afin que ces produits puissent être valorisés sur le plan international et donner une solution à tous ceux qui sont les producteurs de ces fruits. Cette deuxième édition de ce salon de l'alimentation a vu la participation des autorités de la ville de Parme, mais aussi des autorités ivoiriennes. Nous avons expliqué à ces opérateurs économiques les avantages
qu'ils auront en venant en Côte d'Ivoire, en venant investir en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui a fait beaucoup de réformes. Et notre code d'investissement illustre d'ailleurs ces avantages qu'ils pourront obtenir en venant investir dans notre pays. Je suis venue premièrement pour donner mon soutien à cette initiative et aussi à Bessou, qui appartient à une association de la diaspora Coloride Africa, à la Chambre de commerce, mais aussi pour demander aux institutions d'être toujours près de la diaspora africaine en Italie. Parma est une ville agro-industrielle. Située entre Milan et Bologne, cette ville universitaire de la région d'Émilie-Romagne est célèbre pour son jambon et son parmesan. Un retour en Côte d'Ivoire avec ses réflexions à Abidjan pour créer et développer des marchés dans le secteur de la sécurité sanitaire des aliments en Afrique de l'Ouest. Ce forum régional a été organisé il y a quelques jours par la Société financière internationale, organisation du groupe de la Banque mondiale. Plusieurs associations de femmes exerçant dans le secteur agricole vont bénéficier dans les prochains jours d'une formation. C'est ce qui ressort de la séance de travail hier entre la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramata Libakayoko, et les dirigeants du Fonds de développement de la formation professionnelle. Le point avec Théodore Zouzou et Eugène Atoubé. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant signant le livre d'or du FDFP. Bakayoko Liramata exprime sa satisfaction pour l'accord de principe que son ministère a obtenu des dirigeants de cette structure de formation, outil stratégique de l'État ivoirien au service du développement. En perspective, un partenariat pour aider les femmes de Côte d'Ivoire en termes d'autonomisation, formation et renforcement des capacités. Nous avons d'abord des projets des femmes dans le secteur agricole sur les 4 chaînes de valeur, le manioc, nous avons le riz, nous avons l'anacarde et puis nous avons les cultures maraîchères. Le FDFP peut nous accompagner à toutes ces étapes, depuis la production jusqu'à la récolte, jusqu'à la commercialisation de ces différents produits. Le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, a séduit la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant par la gamme riche et variée de ces produits, essentiellement des projets portés sur la formation au bénéfice des salariés, des artisans et des autres composantes de la population. Exemple, les associations et groupements de femmes menant des activités génératrices de revenus. En attendant la signature de la convention de partenariat pour laquelle le président du conseil d'administration du FDFP, Joël Nguessan, s'engage à accélérer le processus, la structure a promis de financer 2 ou 3 projets avant fin 2019. Le Cameroun a célébré il y a quelques jours la fête de l'unité nationale. En Côte d'Ivoire, les ressortissants camerounais se sont rassemblés dans la commune de Cocody pour vivre cette 47e édition. Abou Sanogo. Nous avons constamment privilégié ce qui nous unit. Samedi 20 mai 1972. Le Cameroun est érigé en un seul État. La date du 20 mai 2019 marque les 47 ans de l'unification du pays. Les Camerounais vivant sur le sol ivoirien se sont retrouvés à l'initiative de l'ambassade de leur pays pour commémorer l'événement. Cette édition 2019 met l'accent sur l'atout majeur du peuple camerounais, facteur de l'unité dans la diversité. Le Cameroun a plus de 250 ethnies et nous avons également 2 langues étrangères, le français et l'anglais que nous parlons. Et nous voulons mettre en avant les atouts de cette diversité qui doivent constituer plutôt notre force et non un facteur de division. En Côte d'Ivoire, ce sont des Camerounais bien intégrés dans la société ivoirienne, notamment Yves Dembélé. Des fois, je me retrouve en train de rechercher des chansons qui ont marqué ma jeunesse. Des fois, j'ai envie d'aimer. L'autre jour, j'avais envie de tapioca. J'ai demandé comment on apporte du Cameroun. Vous avez pu voir les accolades chaleureuses que je partage. Et c'est l'occasion justement de se serrer les coudes, surtout face à toutes les menaces dont nous sommes l'objet en ce moment du côté du Cameroun. Au plan de la coopération économique entre les 2 pays, une mission de prospection est projetée par les autorités camerounaises pour redynamiser le secteur.
C'est le massacre le plus important commis en Centrafrique depuis la signature le 6 février dernier d'un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes armés. 34 civils ont été tués le 20 mai dernier par des hommes armés qui ont attaqué 2 villages du nord-ouest du pays. Enfin, le maréchal Haftar rejette l'idée d'un cessez-le-feu en Libye. Selon l'officier libyen, les conditions d'un arrêt des hostilités ne sont pas réunies. Le maréchal Haftar a été reçu hier pour la première fois à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Objectif de cette réunion, relancer le processus politique alors que les combats s'intensifient à Tripoli, la capitale libyenne. Voilà d'autres informations sur rti.ci. Merci de nous avoir suivis.